Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Bonjour Maude. Nous, Et bonjour Jean-Philippe et à tous aussi et toutes. voilà, nous avons le plaisir de vous présenter la roue de médecine avec un rapport avec ce qui se passe en ce moment. Et pour cela, nous avons la joie, le plaisir d'avoir le point de vue de Maude Séjournant, qui va tout au long de cette conférence nous expliquer les liens directs et plus subtils de la roue de médecine avec la situation inédite que nous vivons. Alors, Maude Séjournant, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, donc est auteure. Elle a écrit deux merveilleux livres que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire à titre personnel et beaucoup de personnes que j'ai croisées. Donc, Le Cercle de vie, puis un peu plus tard, la Spirale initiatique. D'ailleurs, dans la spirale initiatique, il est beaucoup question de la roue de médecine, avec beaucoup de richesse et d'explications très pointues et très précises. Donc, merci pour ça. On la connaît également pour avoir introduit les 4 accords Toltec en France, puisqu'elle a rencontré Don Miguel à un moment où peu de monde le connaissait. Peut-être que Maud pourra nous en parler. Et elle a introduit également la roue de médecine en France et la voie du féminin. Et peut-être pourra-t-elle nous en parler. Donc, Maud, je te laisse la parole de suite. Merci Jean-Philippe d'avoir organisé cette conférence. Et tu disais que c'était mon point de vue. Ça n'est pas mon point de vue, Oui. c'est le point de vue des directions de la roue de médecine dont je me fais le porte-parole, avec bien sûr mon interprétation. Je tâche autant que je peux d'être neutre, moi, mais d'écouter ce que dit vraiment chaque direction de cette roue universelle qui était la roue qui permettait au peuple premier de prier. Donc, c'était la première religion du monde avant toutes les religions révélées et qui tout simplement nous donne l'aperçu de ce que peut être la relation entre la Donc, c'est un langage universel qui se révèle vrai dans le monde entier, puisque nous sommes tous les enfants du ciel et de la terre. Oui. Alors, D'ailleurs, il est peut-être utile de préciser que le thème de la conférence est la roue de médecine. Et la roue de médecine, tu vas nous en parler, permet de transformer des ennemis en alliés et donc de transcender les situations, des points de vue. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous apporte la roue de médecine. absolument. Pour moi, cela a été l'essentiel de ce que j'ai compris quand on honore les directions, quand on remercie les directions dans les cérémonies amérindiennes, par exemple, c'est toujours l'idée de transformer ce dont on ne veut pas ou ce dont on a peur ou ce que l'on n'arrive pas à contrôler en allié et de retrouver ainsi l'harmonie en soi et l'harmonie pour le groupe. Donc, je vais tout simplement commencer avec l'histoire de notre vie à nous, humains, du petit bonhomme qui naît un beau jour et qui rentre par l'est, par l'entrée dans la roue qui se trouve à l'est, qui est le début, le démarrage, l'entrée et aussi la sortie. On en reparlera tout à l'heure. C'est ce qui nous fait communiquer avec le Nagual, avec le monde non manifesté. Mais cette roue de médecine représente en fait ce qui est manifesté, le monde dans lequel on vit, qu'on appelle le tonal, puisque c'est des choses qu'on peut toucher, voir, sentir, qui est sujet au sens. Donc, ces 4 directions dans lesquelles nous allons nous promener ensemble vont nous apporter des enseignements et
l'enseignement que nous recevons en tant qu'être humain qui vient sur cette terre et qui arrive donc par l'Est et qui se trouve propulsé immédiatement au centre de la roue. Ça veut dire qu'en fait, la personne est parfaite telle qu'elle est. Elle a tout accès à tout. Il n'y a pas de péché originel dans la roue de médecine. Il y a ce que l'on est intrinsèquement. Et ensuite, le petit homme ou la petite femme en devenir, l'enfant va aller faire son circuit de toutes les directions pour apprendre ce qu'il en est de la vie. Donc, on va commencer ensemble par le sud. Par le sud, qui est en l'occurrence une direction reliée dans cette roue-là, parce qu'il y a des tas de roues différentes selon les tribus, les cultures, l'endroit où l'on vit, a été transmis. N'essayez pas de dire « Ah, mais moi j'ai entendu dire que telle direction correspond à tel élément, etc. » Cela peut changer selon le contexte, selon la culture. Celle dont je vous parle est une roue Lakota qui est ce qu'elle est et que je respecte comme elle est. Donc, dans cette première direction du sud, l'enfant va en fait apprendre à prendre sa place dans le cercle des humains. Parce qu'au début, quand il arrive, il est le centre de l'attention, le centre du soutien de tous, de sa famille. Hein, il y a cette parole de Victor Hugo dans un poème, j'ai oublié le poème, mais je me souviens qu'il dit à un moment, l'enfant rentre, quelque chose sur l'enfant qui est là, et le cercle de famille applaudit à grands cris. Donc, on a tous vécu cette famille autour de nous qui se réjouit de voir l'enfant. Et l'enfant, donc, pense qu'il est le centre du cercle. D'ailleurs, il est lié à l'émotionnel. Pardon ? D'ailleurs, il est lié à l'émotionnel, le sud. Absolument. On va y venir. C'est que c'est l'endroit où il va apprendre à grandir. Et comme on le sait, le corps émotionnel se développe au fur et à mesure de notre vie. Il n'est pas entièrement terminé au moment de notre naissance. Nous fabriquons notre corps émotionnel. Donc, c'est l'eau, hein, c'est l'élément eau. Donc, qui dit eau dit émotionnel. L'enfant va à maîtriser ses émotions, les vivre, savoir ce qu'elles sont, parce qu'il va être rempli d'émotions, sans trop savoir ce qu'elles sont au départ, et sans surtout savoir les dominer ou les transformer en tout cas. Et cet enfant va avoir la tendance de croire qu'il est toujours au centre du cercle. Et je me suis intéressée à lier les 4 accords Toltec à chaque direction. Et je vais donc mettre là l'idée de ne pas prendre les choses personnellement, comme le fait l'enfant, puisque l'enfant au départ, tout est autour de lui, tout est par rapport à lui et il se prend pour le centre. Et quand on continue, quand on est adulte, à se prendre pour le centre de... Eh bien, on a tendance aussi à prendre tout personnellement, avec les dommages que cela peut impliquer. On a un terme en français qui est se vexer. Et donc, l'enfant a tendance à prendre les choses pour lui. Et quand on grandit, on a encore tendance à faire ça, donc je vous mets le doigt dessus. Alors, puisqu'on parle du coronavirus dans cette conférence, il faut voir que nous avons un ennemi
qu'il appelle le coronavirus pour le moment, hein, c'est comme ça qu'on le nomme, et il engendre de la peur. Il y a de la peur autour de nous, on a de la peur au niveau des gouvernements, des personnes. Peur qui est une émotion, je dirais, l'émotion racine de toutes les autres émotions. Quand il y aura de la colère, quand il y aura de la tristesse, ou quand il y aura du ressentiment, etc., il y a derrière aussi de la peur. C'est ce que fait l'enfant dans son corps émotionnel, il apprend de la peur qui est tout à fait normale quand on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas, où il est possible d'avoir un sentiment de peur. C'est tout à fait naturel quelque part. Maintenant, ce que le Sud nous invite à apprendre, c'est de transformer cette peur en confiance. Confiance. Confiance, et je dirais même, il y a un mot qui va jusqu'à l'innocence. C'est-à-dire l'innocence de l'enfant. Rappelez-vous quand même qu'il a été dit dans les Béatitudes que le ciel appartiendrait à ceux qui savent se retrouver comme enfants. Donc, de savoir transformer cette peur en confiance. Alors, vous allez me dire, oui, mais avec le virus qui est là, comment retrouver cette confiance? C'est un travail qu'on va faire de l'intérieur, en retournant vers l'intérieur de soi, parce que cette confiance, c'est une confiance dans la vie, c'est une confiance dans ce que nous amène le Père et la Mère, Père Soleil, la Mère Terre, dont on parlera tout à l'heure, et qui sont là, et de savoir que la vie va nous mener là où il faut. Et donc, de retrouver cette confiance, c'est la manière de transformer l'ennemi-peur en allié. Et de toujours, on verra ça dans les autres directions, voir comment est-ce que je peux voir la vie, à travers quelles lunettes je vais regarder les choses. Est-ce que je peux choisir de les voir à travers la peur et de rester là, de me cantonner à cet esprit d'enfant blessé, en terreur, l'enfant pas encore évolué, ou est-ce que je vais apprendre à mon enfant intérieur à transformer les émotions négatives qui me font du mal en quelque chose qui va au contraire non seulement me faire du bien à moi, mais tout ce que je transforme en moi va aider les autres. On est en train de le voir avec le coronavirus, où on nous dit, si vous restez à la maison, ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour tous les autres. Et c'est là où l'enfant intérieur commence à comprendre cette idée que nous sommes tous reliés. Et je crois que le grand cadeau que nous fait le coronavirus, c'est de nous faire toucher non seulement du doigt, mais je dirais de la main qu'on ne doit pas toucher de l'autre, que nous sommes reliés. On ne peut pas faire autrement que de le savoir maintenant. Avant, c'était peut-être une idée, un idéal. On en parle, mais on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Là, ça y est, ça devient réel. Oui, c'est dans cette notion d'interdépendance. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'on a plutôt tendance, dans la vie de tous les jours, de parler de dépendance ou d'indépendance, mais malheureusement, beaucoup trop souvent, on a tendance à oublier ce que je pourrais appeler la voie du milieu, qui est notamment dans le cas précis, la voie de l'interdépendance. Voilà. Je ne sais pas si c'est une voie du milieu, c'est une voie encore plus globale, intègre l'ensemble. Oui. Ça nous passe à encore un autre niveau. À un autre stade. Un autre niveau de compréhension et de vision. D'accord. Donc voilà, ça c'est tout le Sud, et comme nous l'a expliqué Don Miguel, c'est là où nous sommes domestiqués par la culture, par
comment on doit faire les choses, comment on doit ressentir à la limite ou ne pas ressentir pour les petits garçons, ou des tas de choses qui nous sont inculquées et qui ne sont pas notre nature véritable, notre intégrité profonde. Mais c'est un processus de domestication inévitable. On ne peut pas ne pas passer à travers ça. C'est ça qui est passionnant dans cette roue de médecine, c'est que c'est un chemin de découverte avec des bornes incontournables. Oui, quand bien même l'éducation serait parfaite, avec ce que chacun peut y mettre derrière ce mot, ça serait de toute façon le fruit d'une domestication. Absolument. Parfaite, ça voudrait dire dans l'amour, hein, dans l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est ça, l'éducation parfaite. Mais l'éducation parfaite va prendre des formes il faut faire ci, pas faire ça. Il y a ne serait-ce que les 10 commandements. Hein. Il y a des règles qui sont données, qui nous éduquent et qui nous disent voilà, ne tue pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ne vole pas, ne convoite pas la femme de ton voisin, voilà, etc. Donc, c'est pour notre bien et c'est des très bonnes règles, mais c'est quand même une domestication par rapport à l'être sauvage que nous pourrions être. Bien. Donc, on va passer. Oui, est-ce que tu as d'autres questions par rapport au sud, à cet émotionnel? Par rapport au sud, j'ai pas entendu, pardon. Par rapport à cet émotionnel qu'on apprend toute sa vie. Hein. C'est pas parce qu'on quitte le sud pour aller dans l'ouest, on va voir maintenant, toutes les directions tournent à l'intérieur de nous à tout moment. C'est ça. Ça c'est peut-être important de le rappeler, c'est qu'effectivement, il y a un grand cycle, mais dans chaque direction, il y a un autre cycle. Tout à fait. Dans chaque direction, on vit toutes les autres directions et on va garder avec soi l'enfant quand on va passer à l'âge adulte dans l'ouest. Alors, non et, allons voir l'adulte. Alors, allons dans l'ouest qui, comme on peut s'imaginer si on dessine une roue, on sait que l'ouest, c'est à l'opposé de l'est. Donc, on rentre à l'est, normalement, ça paraît tout à fait évident. On rentre par l'est, on va être domestiqué, apprendre à transformer ses émotions dans le sud, on va à l'ouest qui est en face de l'est. Et l'ouest, c'est là où il y a le maximum, je dirais, d'incarnation, hein, puisqu'on est à l'opposé de l'endroit où on n'était pas encore incarné. Donc c'est là où on a la chance au maximum de s'incarner, de devenir l'homme et la femme que nous sommes. Et c'est aussi dans l'ouest, nous avons l'élément minéral. La terre. D'ailleurs, dans le sud, c'était l'élément végétal. C'est l'élément végétal avec l'eau. Mais quand je dis minéral, c'est au sens de la terre, non pas la terre au sens le globe terrestre, mais l'élémentaire, l'élémentaire dans lequel on va mettre la graine, le minéral, parce que on va arriver à l'ennemi du minéral. C'est quand on a beaucoup de minéral qui est concrétisé ensemble, qui est collé et qui même se structure au niveau de ses molécules, ça va donner une roche qui peut être extrêmement dure. Les diamants et toutes les pierres précieuses, qui justement dans leur structure ne vont pas se mettre en petits morceaux et comme le calcaire qui va se transformer très vite en sable, ça va rester dans sa structure. Et pour nous, c'est une métaphore extraordinaire de comment notre société peut créer de la matière, des choses, des trucs, et comment on peut se laisser engluer dans la matière. Et je pense que ça n'est pas inintéressant de voir qu'en ce moment, on pose des questions, on a le temps pour voir que les choses ne se déplacent pas aussi facilement qu'on le voudrait, que les masques protecteurs ne sont pas sous la main,
et que certaines personnes veulent les garder ou ne pas les distribuer. Est-ce qu'on n'a pas su les faire? Enfin, il y a toute une réorganisation maintenant qui va sans doute se faire au niveau de la gestion de la matière. On l'espère en tout cas. Alors voilà, est-ce que l'homme sera assez sage pour utiliser l'enseignement de ce qui se passe maintenant pour... On va y venir, on va y venir. Donc, le minéral, c'est très bien, on en a besoin du minéral pour créer des choses, des habitations, des voitures. Je n'ai rien contre le minéral. Encore une fois, toutes les directions sont neutres, telles qu'elles sont. Le danger, c'est de se laisser prendre par l'excès, un peu comme dans la médecine chinoise, où quand il y a des excès d'un élément, ça va apporter de la difficulté, une maladie. Et tu parlais tout à l'heure de la voie du milieu, et effectivement, c'est de ne pas tomber dans l'excès, de savoir utiliser l'élément au mieux et de s'en faire un allié, encore une fois. Donc, quand on pousse le minéral à fond, on va dans ces choses, dans cette cristallisation, mais non seulement de la matière, mais de notre vie, notre manière de penser, notre corps. Toutes les scléroses, ce qu'on appelle les scléroses, c'est trop de matière qui se cristallise. Et c'est vrai que la mort, c'est là où on peut trouver la mort. C'est pas du tout dans le passage vers l'autre vie, c'est la mort, c'est la matière qui se prend au sérieux. Voilà. Il n'y a plus que de la matière. On oublie le reste. Et c'est peut-être notre société, par certains côtés, a oublié le nagual, pas la matière, qui oublie de se relier à ça. Peut-être il y en a d'autres qui veulent se retrouver cette religion en étant peut-être excessif dans certaines formes, mais c'est assez important de comprendre, de savoir comment équilibrer la matière avec la meilleure manière d'utiliser la matière qui va respecter la vie. Alors, je dis le mot, finalement, vie, qui est l'élément clé, le mot clé pour savoir utiliser la matière. Est-ce que la matière va favoriser la vie? Et je dirais, dans cette direction, loi qui est plus féminine, on y met les femmes souvent quand on fait des cérémonies, c'est l'espace pour les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, dans leur corps, rien à faire, elles font de leur mieux. Alors, c'est là où il va y avoir aussi l'élément de savoir faire de son mieux. Elles savent créer la vie dans leur corps, c'est-à-dire dans leur matière, dans leur corps matière. C'est extraordinaire. Bien sûr. C'est un miracle. Les hommes n'ont pas ce luxe. Est-ce que à chaque fois qu'il y a qu'on est enceinte et qu'on donne la vie, est-ce qu'on se rend compte que c'est un miracle qui est en train de se passer? C'est extraordinaire. Donc, la matière, c'est créée parce qu'elle est ouverte à la vie et elle fait ça dans la direction qui va vers la vie, avec un grand V. La vie qui est dans... Et donc, je mettrai là cette idée d'incarnation par rapport à la matière. C'est comment savons-nous incarner au mieux, devenir chair. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une notion de souplesse, de pouvoir danser avec la vie pour éviter cette cristallisation et au final, cette rigidité qu'on peut avoir? Tout à fait, tout à fait. Donc, sortir du danger de la rigidité pour aller trouver, et c'est là où quand on est un adulte, on va trouver, je dirais, son destin. Sa médecine personnelle. Sa médecine, ça ne veut pas dire bobo, maman, bobo, médecine, pansement. Non, ce n'est pas dans ce sens-là.
C'est médecine, ça veut dire qu'est-ce qui me donne du pouvoir? Comment est-ce que je vais prendre mon pouvoir? Et me détacher du conditionnement pour vraiment amener tout ce que je peux à l'ensemble, à tout le cercle, à toute la société, du meilleur de moi-même. Comment ma vie participe à la vie. Voilà, c'est la question à se poser là. Et peut-être serait-il utile de préciser que le terme de pouvoir que tu utilises est évidemment en lien avec le pouvoir personnel, avec le pouvoir intérieur, et n'a aucun rapport avec le pouvoir politique, économique, de rapport de force, évidemment. Alors, je dirais, pouvoir, c'est avoir la capacité maximum de faire, de créer, d'être. Voilà. C'est une capacité, c'est un potentiel de création, le pouvoir. Ce n'est pas le contrôle sur l'autre, tu as raison. Mais peut-être qu'il y a des gens qui, quand ils rentrent dans cette notion de pouvoir personnel en disant « mais je suis capable de changer le monde, de transformer les choses », ils ont envie de rentrer dans une carrière politique. Pourquoi pas? Ça peut être le bon côté des choses. Oui. Ça peut être… Bien sûr, mais là, ils sont animés par autre chose que le pouvoir. Ils sont animés par, tu citais l'amour inconditionnel, qui est le don de soi, de l'abnégation, d'aider les autres. Voilà, tout à fait. Ça n'est pas pour soi. C'est pour, encore une fois, apporter quelque chose à l'ensemble. Donc, c'est un moment, en ce moment, pour faire peut-être une retraite personnelle si on n'a pas encore trouvé sa mission de vie, par exemple. Quelle est la chose unique que je peux apporter? Ou peut-être pas unique, elle n'a pas besoin d'être unique, ça peut être comme d'autres aussi, mais dans laquelle, moi, je serais bien pour faire vivre la vie, pour être un agent de vie et d'être bien avec la forme que ça va présenter. Parce qu'il y a plein de formes de vie, il y a plein de formes différentes. Et nous, dans notre vie professionnelle, familiale, etc., il y a une forme dans laquelle on se sera à l'aise, on va être bien. Et c'est ça, c'est cette idée. Et c'est pour nous, hein, bien sûr, on parle de tout ça à notre niveau, mais au niveau de la société, est-ce que la société que l'on crée est une société qui soutient et entretient la vie? Ou est-ce que, au contraire, la matière, et la matière qui dit matière dit greedy, comme on dit en français, d'être attaché à avoir plus, toujours plus. La gourmandise. Voilà. Gourmandise financière, gourmandise de pouvoir sur l'autre, gourmandise… Et ça vient en général de la peur. Hein? C'est quand on n'a pas encore transformé la peur, on a peur de manquer, peur de ne pas avoir assez. La peur du manque. Donc, on va aller dans amasser la matière au lieu de savoir la transformer pour la partager et pour le bien-être. Alors, je parlais de l'accord qui serait fait de ton mieux. Voilà, parce que c'est l'action, on est dans l'action. Hein. En adulte, on est dans l'action, on crée. Et fais de ton mieux. Mais tu n'as pas besoin d'imiter le voisin ou de croire que tu dois devenir président de la République pour faire de ton mieux. Tu peux faire de ton mieux à ton niveau, en s'occupant de tes enfants, en ayant un métier parmi de nombreux métiers. C'est relatif, toujours relatif de son mieux. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, j'ai peut-être envie d'apporter un court témoignage. J'avais une discussion avec un apprenti il y a peu qui me disait justement en lien avec la mission de vie qu'il rêvait de faire un métier qui était plus valorisant pour le bien des autres, etc. Et je lui ai demandé la façon dont il vivait son métier. Est-ce qu'il le faisait uniquement pour l'argent? Il a répondu que non. Est-ce qu'il le faisait en pensant à ce qu'il pouvait apporter à l'autre et la façon dont il aidait véritablement l'autre? Et à chaque question, il me répondait que oui, c'était dans ce sens-là. Et je lui dis, en fait, il n'y a pas besoin d'être, comme tu viens de le dire, président de la République ou thérapeute ou autre. À partir du moment où tu le fais avec ton cœur, avec ton amour,
tu donnes de ta personne et donc tu fais un métier dans ta mission de vie qui est dans l'aide à l'autre. Tout à fait. Quel que soit ton métier. On peut être dans le respect, l'amour, le soutien de l'autre dans n'importe quel métier. Quel métier. Et d'être fier de ce que l'on fait. J'avais une personne qui m'avait raconté que dans son travail, elle avait interviewé des personnes dans le métier de l'hôtellerie. On était le personnel et cette femme de ménage d'un grand hôtel avait dit, moi, je crée de la propreté et de l'ordre. Et elle était heureuse parce qu'elle se voyait créatrice de propreté et d'ordre. C'était fantastique. Et elle était bien avec ça. Elle le faisait absolument de son mieux parce que c'était une belle mission pour elle. Donc, ça se passe à tous les niveaux. On peut le faire à tous les niveaux. La réponse de cette dame me rappelle instantanément la parabole des 3 casseurs de cailloux. Alors, vas-y, raconte la parabole. C'est un étranger qui rencontre le premier casseur de cailloux et qui lui demande ce qu'il fait. Bah, tu vois bien, je casse des cailloux. Et il y a le deuxième un peu plus loin, il lui pose la même question. Il dit, bah, je suis en train de tailler des pierres, avec un visage un peu plus ouvert, un peu moins fermé, et avec moins de difficultés dans les mains, les gestes moins tendus. Et il rencontre un troisième tailleur de pierre et il lui pose la même question et celui-ci répond avec un grand sourire sur le visage, les muscles détendus, les gestes fluides, comme vraiment éveillé dans ses mouvements, et qui lui dit ben moi, je construis une cathédrale. Exactement. Très belle histoire. Voilà. Donc, c'est une belle histoire pour illustrer l'Ouest. Je te remercie de la citer maintenant. Ça me paraît tout à fait s'appliquer. OK. Alors, une fois qu'on a… Et alors, ça ne veut pas dire qu'à 45 ans ou 40 ans, il faut avoir trouvé sa mission et que ça ne peut pas changer. Elle peut changer de forme. Hein. Et quelquefois, on est en train de le vivre. On croit que ça devrait être autre chose. On croit que ça devrait être autre chose parce qu'il y a un côté image par rapport aux autres, connaissance, etc. Ce qui est important, c'est de savoir ce que ça nous fait à nous. Je connais quelqu'un Et d'ailleurs, justement, qui travaillait… Oui, vas-y. Vas-y. Non, ça sera bien après ce que tu vas évoquer peut-être. Qui travaillait dans sciences politiques, université, etc. Et en fait, il aimait travailler avec ses mains et il a décidé de laisser les écrans et les études avec beaucoup de côté intellectuel pour travailler le bois et devenir charpentier, ébéniste, etc. Parce que c'était moins valorisé par rapport à sa famille, à la société, etc. Mais pour lui, source de bonheur. On en revient à la domestication. Allez, les croyances. Tout à fait. OK. Alors, on va passer au nord maintenant. Je voulais te proposer, avant de passer au nord, quel lien plus direct tu pourrais faire avec le coronavirus, avec la façon de le vivre peut-être. D'accord. Alors, je disais, au niveau personnel, c'est d'en profiter pour faire un peu cette retraite, cet examen de conscience en quelque sorte, pour voir où on en est dans sa vie. Moi, dans ma vie, est-ce que j'ai pas trop de choses? Il y a cette japonaise qui, je crois, est très célèbre maintenant partout dans le monde occidental, qui croule sous trop de choses et qui apprend aux gens à se libérer de ses affaires, je ne sais plus son nom, qui apprend à ranger, nettoyer, se débarrasser de trop de choses. On vous retrouvera le nom pour que vous alliez lire son livre. Et elle dit, sa technique, c'est, bon, vous sortez tous de vos placards, vous mettez tout par terre, vous regardez, puis vous prenez les choses
Est-ce que cette chose vous apporte du plaisir et du bonheur? Sinon, si ce n'est pas ça, ce n'est pas pour vous, vous n'en avez pas besoin. Hmm. Je trouve ça formidable. Donc, vous pouvez ranger vos placards, c'est le bon moment, mais aussi faire cette retraite par rapport à soi pour voir où est-ce que j'en suis dans ma vie et comment je crée la vie et comment ma vie a du sens et ce que je fais a du sens. Hmm. Et d'aller le trouver parce que ça a du sens, mais quelquefois on ne le voit pas. Donc, allez le trouver. Et avec, pour reprendre ton expression de tout à l'heure, avec quelles lunettes je décide de voir la situation, sous quel prisme? Exactement. Et au niveau global, alors là, au niveau global, c'est phénoménal. Arrivé. Et je souhaite que les penseurs et les personnes qui... Et je vois beaucoup, beaucoup d'initiatives au niveau, comme on dit, grassroots, je ne sais pas comment dire en français, au niveau local, au niveau de chaque personne, de petits groupes, ils sont en train de créer des systèmes de communication, de créer des masses, de faire les choses autrement, de découvrir de plein de choses qui viennent de la base, qui vient de nous. Et j'espère que ça va se diffuser à tous les niveaux, au niveau des sociétés, des entreprises, des gouvernements mondiaux, etc., qu'il y a une prise de conscience de qu'est-ce que je fais avec la matière maintenant. Comment je vais gérer la matière qui n'est pas infinie. Oui. Et j'espère également que ça va perdurer et que ça ne va pas faire l'effet d'un soufflet. Et pour cela, à mon avis, tu as parlé de conscience. Je crois que ça doit passer automatiquement par une conscience collective. Tout à fait. Et là, par la communication et par le désir vraiment de le faire, de le changer. Il faut saisir l'occasion. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Et c'est pas maintenant espérer que ça va continuer, c'est qu'est-ce que toi tu vas faire, Jean-Philippe, dans ta vie pour pouvoir Tout à continuer fait. ça, pour continuer le C'est que mouvement. chacun reprenne son pouvoir personnel et sa responsabilisation. Exactement. Comment mieux consommer, comment mieux manger, comment mieux s'occuper des autres, comment aller plus au fond de soi, comment moins en faire une affaire personnelle, etc., etc., Tout etc. à fait. Déjà, on en parlait à cause du changement climatique. Et là, disons on s'arrête, on a le temps de se poser. Bon, pas tout le monde. Il y en a au contraire qui ont 2 fois plus de travail parce qu'ils doivent faire travailler les enfants à la maison, travailler Oui. pour le bureau à distance, faire les courses tout seul, etc. Donc, quelquefois, c'est encore plus de travail, c'est vrai. C'est important de faire de son mieux, encore une fois, là où l'on est avec la situation dans laquelle on est. Mais de prendre ce temps qui nous est donné à beaucoup d'entre nous pour voir comment ça peut se faire autrement. OK. Merci pour l'Ouest. Alors, ça, c'était l'Ouest. Merci à l'Ouest. Oui, beaucoup de choses à nous apprendre dans l'Ouest. Passons maintenant au Nord. Alors, il y a aussi des âges, hein, cette notion d'âge, c'est-à-dire on va de l'adulte à maintenant à ce que j'appellerais aux Aux ancêtres. Alors, les elders, comme on dit, ce sont les aînés. Avant que ce soit les ancêtres, ce sont les aînés. Nos aînés, qu'on appelle souvent les seniors dans notre culture, ce sont les aînés. Et là, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas terminé pour eux. Ils ont à apporter énormément de cadeaux à ce cercle. D'ailleurs, par exemple, l'histoire nous montre qu'il y a eu l'épidémie de grippe au moment de la Première Guerre mondiale. On en parle beaucoup, hein, comme un modèle. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a pu apprendre de ça? Comment ça a transformé les choses, etc. Donc ça, vous voyez, c'est l'idée de comment aller voir chez les ancêtres. Là, tu as raison, ce sont les ancêtres parce qu'ils ne sont plus là. Mais il y a une histoire, il y a des documents, il y a quelque chose que l'on peut apprendre des ancêtres.
Maintenant, avant d'être des ancêtres qui ne sont plus là, nous allons être, si nous ne le sommes pas encore, maintenant je le suis, une aînée. Avant, j'étais toujours la plus jeune. Bref, ça finit par arriver d'être l'aînée. Ça me surprend, j'ai toujours l'impression que c'était pour les autres, maintenant c'est pour moi. Et qu'est-ce que c'est d'être une aînée? Eh bien, l'élément du Nord, c'est l'air. L'air, et l'air est très fluide, encore plus fluide que l'eau. Le Nord est en rapport avec le Sud, avec l'enfant. La relation grands-parents, petits-enfants est toujours plus facile qu'avec les parents. Il y a quelque chose, parce que justement l'enfant peut considérer les aînés comme des aînés. Il les voit comme tels de leur espace d'enfant, plus que quand on est adulte. Et donc, ces aînés ont appris à penser, parce que dans le Nord, c'est le monde de la pensée qui s'oppose à l'émotion dans le Sud. Et j'ai oublié de dire qu'à l'Ouest, puisque nous sommes dans le matériel, etc., ce sont les sens qui sont. Donc, on a dans l'air le mental. Et eh bien, les aînés ont appris des choses, ont appris dans leurs études, ont appris, il y a des règles, ils connaissent les règles. Mais ça n'est pas tout. Ça peut être l'ennemi. L'ennemi du Nord, c'est quand on est coincé dans des règles, dans des il faut, je dois, ou dans des ça a été comme ça, j'ai toujours fait comme ça, on a fait comme ça et on doit faire encore comme ça. Ça, c'est le savoir, je sais tout et ce que je sais doit rester comme ça. Le faux savoir, du coup. Savoir. Enfin, quelquefois, ça peut être du vrai savoir, mais ça n'est pas, et le mot que je vais dire, c'est le mot que tu attends, qui est le mot des alliés, de l'allié du Nord, c'est quand on est passé vers l'Ouest, quand on est passé dans l'expérience, quand on a su transformer les choses et la matière en quelque chose qui crée la vie. Cette vie, elle est restée à l'intérieur de soi, elle est restée dans son cœur, elle est restée dans ses entrailles, dans son corps qu'il a vécu. Et ça, cette connaissance donnée par le vrai vécu, ça s'appelle la sagesse. The wisdom. Voilà. La sagesse qui est l'allié du Nord et qui est la connaissance qui a été vécue intérieurement, qui est quelque chose que l'on connaît de l'intérieur. Qui était expérimenté. Exactement, expérimenté. Et ça, c'est essentiel parce que quand on veut donner des conseils à quelqu'un d'autre en tant qu'aîné, n'est-ce pas? Je suis l'aîné, je sais mieux, mais je n'ai pas vécu, je n'ai pas ressenti, je ne suis pas passée par ce par quoi tu es passé, par la connaissance du cœur. J'aurais du mal à aider l'autre ou à lui donner des conseils. Il manque une dimension. Voilà. Donc, le mental avec l'air et bien sûr, la pensée s'exprime par la parole. Donc, je mettrai là l'impeccabilité de la parole. Sois impeccable avec ta parole parce que ta parole va être un soutien pour l'autre, quelque chose qui peut lui ouvrir le monde ou qui peut être un sort, comme jeter un sort avec sa parole où on lui dit quelque chose de négatif ou que l'enfant va prendre très personnellement, c'est là encore là où il est, et du coup va lui fermer des choses de la vie. Donc la parole, et j'en parle beaucoup dans mon livre sur la spirale initiatique, parce que pour moi, ça a été mon outil, c'est toujours que j'ai maintenant avec vous là. Et cette parole, c'est un pouvoir extraordinaire. Extraordinaire. Donc c'est important. Pouvoir créateur.
de savoir le manier bien et que ça vienne toujours du cœur, que ça vienne toujours avec l'intention de faire du bien à l'autre. Parfois, ça peut être pour manifester là où je me trouve, là où j'en suis. Mais plus on a transformé les ennemis en alliés dans les autres directions, plus on va être capable d'avoir une parole bien sûr. qui soit impeccable sans effort. Sans péché et juste. Absolument. Ça se fait tout seul. Ok. Alors, est-ce que j'imagine que tu dois avoir des questions sur le Nord? Alors, en rapport avec, Oui, avec le virus. voilà, alors j'allais te demander déjà quel rapport toi tu faisais avec le coronavirus, avec la situation et comment on peut s'aider du Nord ou comment le Nord peut nous aider par rapport à cette situation unique, puisque c'est vraiment que la moitié de l'humanité soit confinée, ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Donc on est vraiment dans une situation unique avec laquelle il faut vivre et s'adapter. Absolument. Donc, c'est l'air, et l'air, ça nous donne tout ce qui est vraiment créativité, encore plus que dans l'Ouest. On en parlait sur la manière d'utiliser la matière, mais là, ça va être rêver, savoir lâcher le passé. Le Nord, c'est le futur, alors que ce sont les anciens, mais les anciens, c'est ceux qui savaient, comme Black Elk, qui est celui qui a une vision, comme Jean, qui a vu l'Apocalypse, qui a une vision du futur. Ça peut être ceux qui sont capables de voir ce qui n'existe pas encore. Ça, c'est tout ce qu'on appelle le pouvoir du rêve, savoir rêver. Pas rêver la nuit, voilà, pour se changer les idées. Non, c'est la vision. Dans le rêve visionnaire. Absolument. Alors, encore une fois, sachons le faire pour nous, pour notre vie. Sachons oser sortir du train-train et du cadre habituel. Et au niveau, alors encore une fois, c'est à adapter pour chacun dans son cadre, famille. Effectivement, en ce moment, on est en train de faire du learning à distance, là, de l'éducation à distance. Ça va sans changer pas mal de choses par la suite. Est-ce tout est bon? Et puis de savoir aussi évaluer, non pas juger, hein, c'est différent, évaluer et juger. Évaluer, c'est de voir le pour, le contre. Est-ce que ça va pour le bien? Est-ce que ça va pour le moins bien? Quels sont les éléments? Comment équilibrer les choses pour que, encore une fois, ça aille vers la vie? Donc, on peut réfléchir à ça dans le cadre de son entreprise, de son activité professionnelle, du gouvernement, des institutions. C'est gigantesque, cette idée de savoir. Miguel me disait que chez les Toltecs, tous les 54 ans, qui correspond aux roues à 2 fois un cycle de 27 ans qui correspond à chaque direction. Donc, quand on est dans le nord, on y va quand on a plus de 54 ans. Et c'est là où, donc 2 générations, où on cassait les revêtements des pyramides pour refaire une couche. Et on cassait les institutions telles qu'elles étaient pour remettre tout à plat en disant, bon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on garde, comment on peut... Voilà, c'était institutionnel. Donc, cette idée d'institutionnaliser un renouvellement permanent, je pense, est intéressante. Ça ouvre le champ des possibles. Exactement, exactement. Donc, c'est comme ça que l'on peut voir comment ce virus nous donne la capacité, la possibilité extraordinaire de créer un nouveau monde au lieu de rester dans le train-train linéaire de ce qui se passait auparavant. Ça casse quelque chose. Oui, ça casse. Et
dans les naissances, il y a des choses qui se cassent. Là où est l'enfant avec le liquide La amniotique, coquille. Ouais. c'est pour qui. Eh oui. Et c'était confortable. C'était confortable avant. Pas pour toujours, pas pour tout le monde. Et justement, ceux qui en souffraient, ceux qui ont quelque chose à dire, c'est important qu'ils puissent avoir une partie prenante dans ce renouveau. D'où l'éducation. C'est là l'éducation, l'air, le mental. Très important. Et, une importance à l'éducation, dans le sens général du terme. Hein. Oui, bien sûr. Voilà ce que pourraient nous dire les sages du Nord. Du Nord. Et de nous inviter à rêver, d'inviter tous et le monde à se recréer. Ouais. Ok, alors après le Nord, eh bien, on continue à nouveau vers l'Est. On retourne à l'Est. On va à nouveau à l'Est pour trouver l'élément feu qui correspond à l'esprit, qui est opposé donc à la matière qui était de l'autre côté à l'ouest. Et la ligne qui est entre l'est et l'ouest s'appelle la route rouge. C'est la route sacrée que nous vivons, où nous allons nous incarner au maximum, créer quelque chose dans le monde de la matière et à nouveau repartir une fois, parce que quand on vieillit, on a besoin de moins de choses et on commence à nettoyer les placards et la maison parce que on a besoin de moins de choses. Et peut-être que c'est ce que notre société a besoin d'apprendre aussi. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses? Est-ce que l'essentiel n'est-il pas dans l'esprit, avec l'amour qui l'accompagne? Dans l'être plutôt que l'avoir. Voilà, très bien dit. C'est là où on retrouve vraiment l'être que nous sommes et on privilégie l'existence de cet être et soit on vit à partir de cet être. Alors, ça nous amène à l'ennemi et à l'allié de cette direction. L'ennemi, ça va être notre attachement à une identité, à ce que l'on croit être devenu, à même nos biens matériels, à une image que l'on s'est fait tout au cours de notre vie. À la vanité et à l'orgueil. Exactement. Vanité, orgueil, c'est l'ennemi de l'Est. Et c'est pour ça que je vais y mettre l'accord qui est de ne pas faire de suppositions. Parce que quand on est attaché à une identité, etc., on est bourré de suppositions, les choses sont comme ci, sont pas comme ça, on croit avoir la vérité. Donc les suppositions viennent toujours d'une vérité qu'on s'est créée, qui est en fait, il n'y a pas de vérité dans le monde de la roue au niveau horizontal. Tout est relatif. Ce monde est un monde relatif. Il faut sortir de ce monde de l'horizontalité, là, pour retrouver dans la verticalité une vérité. Mais donc, l'ennemi, c'est cet attachement à une identité, à une vérité qu'on s'est créée. Et donc, qu'est-ce que va être l'allié? Comment transformer cet ennemi en allié? On pourrait dire l'illumination. Alors, qu'est-ce que c'est que l'illumination? C'est une vaste question. Voilà.
Donc, l'illumination, c'est le mot raccourci pour parler de cet espace d'ouverture du petit soi au plus grand soi, à la vie qui va agir à travers nous, notre corps, notre petite vie. Mais c'est la grande vie. Oui. Donc, ça n'est pas que nous sommes petits, mais nous sommes humbles. Oui. Nous sommes relatifs. Et en même temps, nous avons accès, et c'est là où c'est vraiment une porte, pour moi, l'Est, c'est vraiment une porte, nous avons accès à quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand que nous dans le monde de l'esprit. Et aussi, on a accès à la porte de sortie, c'est-à-dire retrouver le monde des non manifestés, qui est pour moi un passage vers une autre vie. Bon, vous me direz, c'est une croyance. Oui, je le dis, oui, c'est une croyance, mais c'est une croyance que j'ai choisie. Tout à fait. Parce que elle me convient, elle me fait du bien, elle me donne la confiance, elle me donne les choses qui vont me permettre de mieux vivre ma vie. D'ailleurs, il serait peut-être utile de rappeler que de toute façon, on ne peut pas vivre sans croyance. Il y a forcément des croyances sous toutes les formes. Et donc, tu parlais de croyances qui t'aidaient à avancer. On parle en fait ni plus ni moins que de transformer des croyances limitantes en des croyances aidantes. Absolument. Et ce qui est important, c'est de savoir quand on a une croyance que c'est une croyance. Alors qu'en général, quand on est dans une croyance, on croit que c'est la vérité. Donc, c'est la grosse différence. Dans la conscientisation. Exactement. Et c'est là pour ça que je mets l'accord qui est de ne pas faire de suppositions, parce que ça nous casse toute envie de nous coincer dans une vérité relative qui nous empêcherait d'être dans notre être profond et dans une ouverture à autre chose. Dans une ouverture d'éveil, Voilà, exactement. d'unité. Et c'est là où je crois que je parlais du dernier jugement. C'est là où l'on aura le dernier jugement. Le dernier jugement, c'est pas... Bon, il y a toute une iconographie sur le dernier jugement. Oui, Qu'on oui, a oui. plus ou moins... Mais là, c'est pas celui-là dont on va parler, je suppose. Pour moi, ce dernier jugement, c'est le jour où dans notre conscience, nous serons à un tel espace d'ouverture et d'amour et de compréhension du relatif et de l'absolu que nous n'aurons plus besoin de faire de jugement. Avec une référence moins biblique et beaucoup plus intérieure. Exactement, personnel. Ça sera vécu intérieurement. Voilà, donc ça, c'est l'Est. Alors, question avec le coronavirus. Est-ce que ça n'est pas l'occasion aussi maintenant de voir à quel point l'homme, parce que dans ces 4 directions, nous mettons dans la roue traditionnelle, il y a les 4 mondes. Le monde minéral à l'ouest, le monde végétal au sud, le monde animal au nord et le monde humain à l'ouest, à l'est. À l'est. Ça veut dire que le monde humain est un monde au même plan que les autres. Il fait partie d'une connexion où chacun s'entraide et apporte quelque chose à l'autre. Et la grosse erreur qui a été faite au niveau global, c'est d'avoir mis l'humain au centre de la roue. Comme si le reste du monde était à son service. C'est ce que l'on voit avec les disparitions d'espèces, etc. Donc, l'humain est à l'est, mais avec cette possibilité qui lui avait été offerte à l'entrée au nord, à l'entrée de sa vie, où il était au centre,
l'humain accompli, c'est-à-dire celui qui est passé à travers les 4 directions, qui a transformé l'ennemi en allié dans les 4 directions, notamment la dernière, pour comprendre qu'il a un rôle d'enfant de la terre et du soleil. Il a dépassé je dirais, l'espèce humaine pour devenir l'homme transformé en allant au centre. C'est ce que nous espérons tous, c'est ce que nous espérons pour nos sociétés. Alors, comment le faire? Chacun trouvera sa manière au niveau global. L'idée en tout cas de respecter toutes les autres espèces et de rétablir cet équilibre entre les 4 directions et de ne pas mettre l'homme au centre du monde me paraît absolument indispensable. Alors, ça va prendre sans doute un petit peu de temps pour le mettre en tâchons que ce soit très vite. Lumière. Ne faisons pas de suppositions. Ne faisons pas de suppositions. Ça va peut-être être quantique. Voilà. Voilà. Alors ensuite, je vais passer très rapidement sur les 3 autres directions. Oui. La terre-mère, qui est donc le plan sur lequel nous sommes, sur lequel nous marchons, dont on utilise les éléments, le bois, les roches, l'eau, etc. Et peut-être cette terre, vous savez, quelquefois, il y a des mères absolument dévouées, aimantes, qui font le maximum pour leurs enfants, qui sont vraiment les mères idéales. Et de temps en temps, quand elles voient les enfants ne faire que des bêtises ou se disputer, elles savent les laisser faire. Je reviendrai plus tard quand vous serez calmés, quand vous aurez appris. Alors, elle sera toujours là hein, pour nous aimer. Et peut-être qu'elle a besoin de nous laisser comprendre ce qui se passe. Expérimenter. Oui. Et le ciel père, eh bien aussi, il est là, c'est le printemps, il nous donne le soleil, la chaleur, il nous donne l'espoir d'un monde nouveau, d'un cycle à nouveau qui va se créer. Profitons de cela. Profitons de toutes ces énergies renouvelables, de cette chaleur et de cette lumière qu'il nous donne en permanence. Pour un petit peu, vous savez, c'est un petit peu l'idée de laisser un peu votre mère se reposer. Venez jouer avec moi, laissez votre mère se reposer. Et puis, c'est aussi l'esprit, c'est cette notion d'esprit supérieur et de retrouver cette déférence et cette reconnaissance par rapport à cet environnement extraordinaire dans lequel nous sommes. C'est un miracle, c'est de savoir voir the big picture, de savoir voir, prendre du recul. Voilà, prendre du recul. Ouais. Un peu de hauteur et voir les choses dans son ensemble. Exactement. Et la 7e direction, eh bien, c'est cet espace qui se trouve et partout et en soi. On est à l'intérieur de cela, c'est la vie, c'est l'ineffable, c'est l'indescriptif, indescriptible, c'est la beauté, la bonté, la sagesse, tout cela. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Ce vers quoi nous allons. Oui. Voilà, donc j'espère que cette rapide, hein, on est allé bien sûr très vite, tour dans la roue peut vraiment inspirer chacun à toujours savoir transformer l'ennemi en allié. La simple expression que vous connaissez tous, c'est est-ce qu'on va voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? C'est notre choix. Et c'est vraiment cette idée que nous avons le choix.
Le libre arbitre nous a été expliqué dans pas mal de religions, que c'est à nous de choisir. Quel que soit l'environnement. On ne peut pas être dépendant de l'environnement pour décider d'être heureux. Oui, c'est ça. Et en même temps, Bouddha disait que… c'est à nous aussi de créer le meilleur environnement possible. Oui, c'est ça, tout à fait. Les deux. C'est un petit peu ce que j'allais dire en reprenant Bouddha qui disait que le bonheur était sur le chemin et non pas dans la direction. Voilà. C'est dans la vie de tous les jours. Voilà, tout à fait. Bon, merci Maud. Je vois quelques questions arriver et j'en ai une qui me semble très intéressante qui est, deux points, je ouvrez les guillemets, quelles pratiques quotidiennes pourriez-vous nous conseiller pour apaiser nos cœurs et nos esprits, notamment lorsque les tensions interpersonnelles se présentent au sein de la famille, par exemple, lorsque les suppositions naissent des paroles non impeccables et que cela crée parfois une escalade générant tristesse et mal-être pour soi et également pour les autres membres de la famille. Alors, il y a une première chose qui me vient et que je pratique, c'est toujours me souvenir que chacun fait de son mieux dans le contexte de sa peur, de sa souffrance, de son ignorance. Et nous sommes tous, nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas toujours transformé toutes nos émotions, nous sommes encore l'enfant qui ressurgit avec ses blessures. Il y a tout ça en nous. Et nous faisons chacun de notre mieux. Donc, quand une personne agit d'une certaine manière qui me heurte ou qui me… Surtout, je ne le prends pas personnellement parce que je sais qu'elle fait de son mieux. C'est pas toujours facile. Oui. Voilà, c'est ça ma pratique. Oui, d'accord. Il est question finalement ici d'accueil. Oui, c'est bien, c'est un beau mot. On peut dire ça. J'ai une autre question qui nous demande comment expliquer et partager cette pratique de la roue de médecine avec nos enfants. Oh ben, je le vois en faisant un jeu, en dessinant au sol. Si on a un jardin, le faire dans le jardin, un grand cercle. Et bien sûr, l'orienter par rapport aux vraies directions. Donc déjà, on va leur apprendre des choses par rapport au soleil, la course du soleil, etc. Et puis, les mettre dans chaque direction, bouger, expliquer, chacun un petit drapeau ou un petit panneau avec moi je suis l'eau, moi je suis l'air. Voilà, tout doucement, pas tout ce qu'on a dit aujourd'hui parce que ça fait beaucoup à la fois, mais je prends un élément de chaque direction pour jouer avec, la concrétiser, amener un bol d'eau, amener une bougie, amener pour l'air une plume qui vole dans le vent, un caillou dans l'ouest. Donc, le faire, vous savez, les cérémonies qui étaient faites autour de la roue de médecine, c'était justement pour concrétiser que les sens puissent pénétrer le corps émotionnel, mental, etc., à travers une manifestation très concrète des choses. Donc, faites-la en vrai, sur le sol, comme j'avais l'habitude de le faire dans les stages.
Oui, il faut rester toujours ludique avec les enfants et en même temps avoir ce lien avec cet esprit créatif et cette capacité qu'ils ont et que souvent, avec le temps, les adultes perdent, malheureusement, cette capacité à partir dans ce monde merveilleux, dans leur imagination, dans le monde imaginaire, et en même temps de pouvoir le ramener à la vie réelle de tous les jours. Mhm. Donc, c'est peut-être ça, une des choses, c'est de faire ce lien et toujours dans le ludique. Voilà, tout à fait. Et proposer-leur de faire ça et qu'est-ce qui viendrait, comment ils vont représenter chaque direction, ne pas leur dire, mais de laisser voir comment ils pourraient le faire. C'est une belle relation à avoir avec les enfants, oui. Est-ce que allez, une dernière question. Comment ne plus avoir peur lorsque une maladie crée de la souffrance et parfois même de la mort? Alors, la mort, parlons-en, le passage à autre chose, à une autre vie, à un autre monde. Même si on ne sait pas, aucune idée de ce que cela peut être, c'est un passage et c'est la seule chose dont on soit sûr dans ce monde ici. C'est que nous allons mourir un jour. Donc, tout ce qui est avant, c'est du bonus. C'est du bonus, c'est ça. C'est du bonus, autant s'en servir bien, mais on sait de toute façon que ça va se terminer. Et c'est pour ça que beaucoup de traditions disaient aux personnes d'aller méditer dans un cimetière ou d'aller faire des méditations de ce genre pour nous rappeler que la mort est notre destin et qu'il y a un moment où on a d'avoir peur de la mort, ça serait comme peur de l'évidence. Ça va être, c'est ainsi, c'est comme ça, d'une part, et d'autre part, par contre, ce que j'entends, c'est peut-être la peur de perdre quelqu'un de cher, de perdre la peur de voir tout notre monde tel qu'il est, familial, se transformer et de perdre quelqu'un. Ça, oui. Et ça, qu'il y ait de la tristesse, je le comprends. Maintenant, ça s'appelle pas ça de la peur, j'appelle ça de l'anxiété. L'anxiété, c'est de se raconter toute une histoire par rapport à quelque chose de terrible qui peut arriver. Oui, on sait qu'il va y avoir la mort de toute façon pour chacun de nous. Maintenant, est-ce que on a besoin de se raconter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps? À ce moment-là, on ne vit plus. Donc, à la fois de savoir, il y a la mort là, la mort est mon ami. Avec Miguel, je me souviens, on était dans l'avenue des morts, et c'est une très, très, très longue avenue à Teotihuacan qui va vers la pyramide de la Lune, et on marche en ayant sa mort à son côté. On marche avec la mort à son côté. Ça veut dire ça, oui, elle est là en permanence, je vis avec elle. Oui. Ça va peut-être se passer plus tôt qu'on avait prévu. Et oui, c'est vrai. Parfois. Par contre, beaucoup d'être touché par l'amour, en fait, ça fait ressortir l'amour que l'on a pour les autres, pour ses parents, pour ses proches, qu'on n'avait peut-être pas ressenti de cette manière, et tout d'un coup, on se rend compte, oh, j'ai tout cet amour. Donc, de transformer peut-être cette peur par rapport à la perte de l'autre en je reconnais que j'ai de l'amour parce que sinon je ne serais pas concernée par leur perte. Oui, là encore, ce qui me vient, c'est cette notion de transformation. Finalement, c'est de transformer l'ange de la mort en l'ange de la vie. Car comme tu viens de le citer très justement,
bah, tout ce qui se passe avant, c'est du bonus, hein, et on ne peut pas deviner, savoir à quel moment bah, l'ange de la mort viendra nous cueillir avec amour. Et là encore, c'est une question de lunettes et de prisme. Tu parlais de certaines traditions. Il est peut-être utile de rappeler que dans certaines traditions, justement, on célèbre la mort et on n'a pas, on n'est pas endeuillé, habillé de noir, avec de la tristesse, en train de se lamenter devant un cercueil, mais bien au contraire, en train de fêter ce passage à un autre plan avec une nouvelle conscience, etc., etc. Tout à fait. Ça fait partie de la vie. La mort est une autre facette de la vie. C'est ce qui se passe à l'automne. À l'automne, quand les graines tombent, bon, il y a la récolte et puis il y a des graines qui tombent et puis il y a la mort euh, euh, pendant l'hiver de la plante. Et c'est grâce à ça que ça peut renaître après. Par contre, je vais quand même adresser cette idée de souffrance. Ce qui est encore un peu différent comme thème. C'est vrai que dans une maladie, c'est pas très amusant. Et il y a de la peine. La peine. La peine se ressent dans le corps. On n'arrive pas à respirer, on a chaud, on souffre dans son corps. Et je dirais, la peine est toujours, ça fait partie de notre lot d'humain. Hein, tout le monde a des peines. Je connais quelqu'un qui disait la peine est inévitable, mais la souffrance est un choix. La souffrance est optionnelle, absolument. Et la souffrance, c'est je dirais, de rajouter quelque chose d'émotionnel ou une résistance à la peine. Plus on va résister à cette peine, plus ça va se transformer en souffrance. Oui. Donc, il n'y a que l'acceptation, laisser passer, déflecter, c'est là, et oui, et je ne peux rien y faire. Et parfois, on a tellement l'impression dans notre culture occidentale que l'on peut tout contrôler et qu'on saura tout contrôler. C'est vraiment, je pense, le sentiment de ne plus pouvoir contrôler qui nous qui nous met dans la souffrance. Oui, finalement, c'est tout ce à quoi tu résistes persiste. Absolument. Je reconnais des phrases là. Ouais. Bien, bah écoutez, je Bon, pense qu'on a merci Maud. vu beaucoup de choses. On a oublié de préciser une chose. Enfin, j'ai oublié, je prends ma responsabilité, et j'ai oublié de préciser que nous sommes à deux endroits différents. Donc, tu es, toi, toujours à Santa Fe en ce moment, et moi en France, dans le sud-ouest de la France. Et j'ai envie de te poser la question, comment ça se passe pour toi à titre personnel à Santa Fe et aux États-Unis, qui sont deux cultures complètement différentes, que tu as su d'ailleurs un petit peu, enfin que tu as su complètement rejoindre, faire un pont, passant au-dessus de l'Atlantique. Et comment ça se passe pour toi, le confinement? Je vais passer très rapidement sur l'aspect politique et notre leadership qui est une calamité. D'un autre côté, il y a eu des choses qui ont été dites même avant, enfin avec l'élection de Trump, où c'est tellement surréaliste que j'ai eu l'impression d'être dans un rêve et je me suis dit, mais il m'a aidé, je le remercie. A posteriori, j'aurais pu choisir une autre manière de m'avoir fait prendre conscience d'à quel point ce monde est un monde, c'est le rêve de la planète. C'est exactement ce que j'allais dire. Et que voilà, et que je n'ai donc plus à réagir par rapport à ça. Parce que c'est tellement
autre chose. Je peux moins me situer à un autre plan, en tout cas. Ça, je le sais. Donc, ça, c'est une parenthèse que je fais. Notre gouverneur, qui est une femme d'ailleurs au Nouveau-Mexique, a décidé très tôt de demander le confinement, bien avant beaucoup d'États du centre et de l'Ouest, même de l'Est, qui n'y sont toujours pas. Et ça se passe très bien. Là, j'ai fait les courses ce matin, tout le monde avait un masque, il n'y avait que 50 personnes dans un immense magasin qui pourrait en avoir plusieurs centaines. Tout le monde était très correct. J'ai la chance d'avoir un jardin, de pouvoir aller me balader dehors. On a le droit, il y a une grande nature, on est très peu nombreux, donc 3 millions au Nouveau-Mexique. Oui. Donc, pour moi, ça n'est pas du tout quelque chose de difficile. Et je remercie cette gouverneure d'avoir pris cette décision au bon moment et nous avons très peu de cas. Et nous sommes privilégiés par rapport à beaucoup d'autres États. Et enfin, les élections qui vont se passer, enfin, c'est une situation très difficile au niveau politique, je trouve, en ce moment aux États-Unis et sans doute partout ailleurs. Pour le moment, je fais de mon mieux en restant à la maison, en allant me promener, en étant bien, en faisant des tiramisu pour ma voisine dont c'était l'anniversaire. Et voilà, en étant dans ce cercle et en partageant ce qui est mon trésor à moi, que j'ai envie de partager avec les autres. Oui, toi aussi, tu as la nature juste au seuil de ta porte, presque. Absolument, absolument. Ouais. Si tu le permets, Maud, j'aimerais prendre quelques secondes pour qu'on envoie des belles ondes d'amour à toutes les personnes qui n'ont pas cette chance, qui sont pour certaines enfermées dans des appartements ou justement dans des maisons sans jardin, des maisons de ville, et qui n'ont pas aussi la possibilité de transformer aussi facilement les choses pour différentes raisons. Et puis, comme la question de tout à l'heure, avoir aussi une pensée particulière pour ceux qui sont en souffrance, quelle que soit leur raison. Peut-être ont-ils perdu un proche. Et d'ailleurs, je sais que certaines personnes qui ont perdu des proches ne pourront pas célébrer les choses et le changement de plan comme ils le souhaiteraient. Voilà, donc, si tu permets, j'aimerais prendre quelques secondes et vraiment qu'on leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et qu'on leur souhaite le meilleur et de transcender toutes ces émotions délicates le plus rapidement possible et le mieux pour eux qui leur permettent d'avancer dans leur vie. Absolument. Très important. Merci Maud. Merci Jean-Philippe. Merci à Maud. Merci à vous, en espérant que cette conférence vous ait aidé sur différents points. Si vous le désirez, vous pouvez nous envoyer des questions à voilà@cercledevie.com. N'oubliez pas de mettre dans l'objet, s'il vous plaît, conférence roue de médecine ou conférence coronavirus. Voilà, pour qu'on l'identifie de suite et qu'on puisse les mettre à la bonne personne directement. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous et nous vous souhaitons vraiment du fond du cœur tout le meilleur et que cette situation vous permette d'aller dans votre intérieur, dans le meilleur de ce que la vie vous offre, dans le partage à vous et aux autres. Voilà. Et comme le disait et le rappelait très justement Maud tout à l'heure, ce que vous transformez pour vous, vous transformez aussi pour les autres. Et donc, ce que vous offrez de meilleur à vous-même, vous l'offrez aussi aux autres. Donc, prenez soin de vous et on vous souhaite le meilleur.
Au revoir. Merci, Maud.